Donc, docteur François Lestel, qui est également praticien hospitalier dans le service et spécialisé dans les maladies rares, qui nous parle donc justement des complications de la fibrose et de leur prise en charge avec plusieurs aspects. Alors, ce n'est pas des choses très, très drôles, mais quand on sait quels sont les risques, on est mieux positionné pour les détecter, enfin détecter ces complications un peu moins tard. Et puis, de plus en plus, on a des outils pour gérer, pour traiter ces éventuelles complications. Oui, je suis désolé pour la thématique qui n'est pas très drôle, mais l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, c'est surtout de vous donner des repères utiles afin de comprendre quand alerter, quand nous prévenir, surtout. Donc, savoir quoi surveiller. Donc, on a rapidement évoqué le cœur tout à l'heure. C'est d'ailleurs la première partie. Oh là, alors j'appuie sur le mauvais bouton. La flèche verte. Ah, au centre, ok. Ah oui, ok, c'est bon. Je vais commencer par vous parler d'hypertension pulmonaire. On va détailler trois grandes complications. Donc, je commence par celle-ci. Et donc, je vais vous rappeler quelques descriptions sur la circulation sanguine en général. Alors, vous vous rappelez peut-être que le cœur, ça reste un muscle. C'est un muscle creux qui est constitué de deux grandes parties, la partie droite et la partie gauche du cœur. La partie droite est symbolisée en bleu sur le schéma. Et en fait, le cœur droit éjecte le sang non oxygéné dans des vaisseaux qu'on appelle des artères pulmonaires. Et le sang, via ces vaisseaux, sera réoxygéné dans les poumons pour ensuite retourner dans la partie gauche du cœur. L'hypertension pulmonaire, en fait, c'est une augmentation de pression anormale dans ces vaisseaux pulmonaires, donc dans les artères pulmonaires. Alors là, c'est un petit peu plus visuel pour que vous compreniez. Vous avez la modélisation radiologique faite par des radiologues de l'arborisation vasculaire pulmonaire de deux patients. À gauche, l'un sans maladie, et à droite, avec une fibrose pulmonaire. Et vous voyez que l'arborisation de ces vaisseaux chez les patients qui sont atteints de fibrose est beaucoup plus rare. À droite, sur l'écran, vous avez un point de vue différent. C'est le point de vue du médecin anatomopathologiste qui étudie les biopsies pulmonaires. Donc, sur la figure B, vous voyez un vaisseau qui est coupé avec une paroi qui est relativement fine. Alors qu'à droite, vous avez la biopsie pulmonaire d'un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique avec une partie qu'on appelle la média qui s'est épaissie, dans le mauvais sens du terme, qui s'est musclée, et ce qui crée un obstacle à l'écoulement normal du sang jusqu'au poumon. Donc, il y a une augmentation de pression dans ces vaisseaux pulmonaires qui se répercute en amont sur la pompe cardiaque qui, à terme, fatigue et peut défaillir. Alors, vous avez vu avec le docteur Ahmad que les médecins aimaient bien classer les choses. Classer les choses, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux savoir de quoi on parle. Des hypertensions pulmonaires, il y en a toute une de différentes sortes qui ont des étiologies diverses et des conséquences différentes. Les hypertensions pulmonaires des patients qui sont atteints de fibrose, on les classera dans les hypertensions pulmonaires du groupe 3. Donc, il y a 5 grands groupes, mais ces groupes ne sont pas synonymes, ce n'est pas un système de gradation de la sévérité du type d'hypertension pulmonaire. C'est juste une manière de nommer les choses. L'hypertension pulmonaire est une complication qui n'est pas rare chez les patients qui présentent une fibrose, puisque si on la recherche systématiquement chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, on va la retrouver chez environ 10% d'entre eux. Et si on recherche cette fibrose un peu plus tardivement dans l'histoire de la maladie du patient, par exemple au moment de l'évaluation pour la greffe pulmonaire, on retrouvera cette complication dans 30 à 50% des cas. Donc c'est une complication qui malheureusement est de mauvais pronostic. Ça aggrave la survie des patients. Comment ça se manifestera chez vous ? Ça se manifestera généralement par plus d'essoufflement, parfois des sensations d'oppression dans la poitrine, des palpitations, le cœur qui bat plus vite ou plus fort, un peu plus de fatigue, parfois des vertiges ou des malaises,
Et puis, ce qu'on appelle des œdèmes, des gonflements au niveau des jambes, puisque dans l'hypertension pulmonaire, comme il y a un obstacle à l'écoulement normal du sang, la circulation ralentit, s'accumule dans les vaisseaux, il y a un passage de liquide dans les tissus. Et donc c'est pour ça que parfois, on fait relever les jambes de votre pantalon, de votre jean, pour regarder s'il y a des œdèmes. Donc c'est des signes qui nous alertent pour rechercher cette complication. Comment fait-on le diagnostic ? On fait le diagnostic grâce à un examen qui s'appelle un cathétérisme cardiaque droit. C'est un cathéter qu'on monte jusque dans la partie droite du cœur. C'est un examen qui est mini-invasif. Je vais finir ma présentation, puis on pourra en reparler peut-être un petit peu après. Donc c'est un cathéter qu'on insère dans les grosses veines de l'organisme, parfois donc en fémoral ou parfois dans l'une des grosses veines du bras, et on monte ce cathéter jusqu'au niveau du cœur pour permettre de mesurer des pressions. Donc c'est un examen, je vous ai dit, sous anesthésie locale qui dure 30 minutes. Vous êtes allongé sur une table d'examen et ça nécessite généralement une nuit de surveillance dans notre service. Cet examen, c'est l'examen de référence qui permet de décider si oui ou non vous avez bien cette maladie et si oui ou non il faut la traiter. Avant de réaliser cet examen, parfois on vous fait faire d'autres tests qui permettent de dépister cette complication de manière un peu moins invasive à l'aide d'une échographie cardiaque. Des examens qui permettent d'évaluer les répercussions de cette complication avec par exemple un test de marche de 6 minutes où il y a le kinésithérapeute qui vous chronomètre. Et puis des examens qui seront là plutôt pour rechercher d'autres types d'hypertension pulmonaire. Donc le docteur Ahmad l'a dit, on fait un bilan auto-humain. Et puis parfois on fait aussi une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion pour voir s'il n'y a pas des complications d'une éventuelle embolie pulmonaire qui serait passée inaperçue par le passé. Comment la traiter ? Alors ici j'aborde les traitements non spécifiques. Donc la priorité, c'est d'abord d'assurer la prise en charge de votre fibrose, des cicatrices sur vos poumons à l'aide des traitements antifibrosants. Il y en a 2 actuellement qui sont commercialisés, le nintédanib et la pirfénidone. Parfois, on vous met en place des traitements diurétiques qui vont faire aller aux toilettes plus souvent, qui vont faire uriner plus souvent pour lutter contre la surcharge hydrosodée. Puis on vous conseille généralement de faire attention à votre consommation en sel et en liquide de manière générale. Chez les patients chez qui on aura constaté une baisse du taux d'oxygène dans le sang, on pourra mettre en place aussi de l'oxygène au long cours, que ce soit au repos ou à la déambulation. Et puis, bien entendu, pour améliorer aussi votre quotidien, on fait appel à des centres de kinésithérapie ou alors un kinésithérapeute en ville. Donc, c'est le médecin qui fait la demande pour lutter contre le déconditionnement musculaire. Y a-t-il des traitements spécifiques contre l'hypertension pulmonaire ? Alors oui, mais qu'on utilise plutôt volontiers pour les autres groupes d'hypertension pulmonaire, les groupes 1, les groupes 4 notamment. Et ces traitements qu'on utilise dans les autres groupes, malheureusement, ils ne sont pas approuvés dans l'hypertension pulmonaire associée à la fibrose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux de preuve que ça fonctionne, déjà, d'une part, et puis parce que parfois les effets sont même délétères. Donc si on en discute, ça se fait dans un centre expert et puis on en discute en réunion, en RCP, tous autour d'une table. Alors il y a quand même des données dans les littératures qui sont encourageantes avec l'utilisation de ce dispositif que vous avez à droite, avec un traitement qu'on appelle le treprostinil inhalé, qui semble montrer un bénéfice sur les patients qui ont été traités dans cette étude. Le critère de jugement principal dans cette étude, c'était le test de marche de 6 minutes. Donc il y a eu 2 groupes, un groupe de patients qui a reçu le traitement et puis un groupe qui a reçu un placebo. Et à la fin, on s'est aperçu, au bout de 16 semaines de traitement, on s'est aperçu que les patients qui avaient reçu le traitement en question marchaient un petit peu plus vite. Il y avait une différence au test de marche de 6 minutes de 31 mètres. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une différence significative. C'est un traitement qui n'est pas encore commercialisé en France, mais on a la possibilité de vous en faire, de vous le prescrire grâce à un accès compassionnel. Et c'est un traitement qui a également été étudié récemment, mais on n'a pas encore les résultats de cette étude, qui est étudié sur le déclin de la vitesse de la fonction respiratoire des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique.
Un mot également sur la greffe. Donc ici, je vous ai remis les critères qui doivent inciter les médecins à vous inscrire sur une liste de transplantation. Vous voyez très clairement que l'hypertension pulmonaire, mesurée, confirmée au cathétérisme cardiaque droit ou l'échographie cardiaque, est un des critères d'inscription sur liste de greffe. Deuxième complication, maintenant, l'exacerbation de fibrose. Alors, je vous ai mis quelques courbes. J'aurais dû en rajouter une, puisque là, vous voyez que toutes les courbes vont malheureusement dans le mauvais sens, avec une aggravation de la fonction respiratoire et des symptômes au cours du temps. Mais bien heureusement, il y a des patients qui restent aussi stables pendant plusieurs années, avec ou sans traitement. Donc, j'aurais dû rajouter une petite courbe un peu plus horizontale. La majorité des patients qui auront une fibrose, notamment une fibrose pulmonaire idiopathique, vont présenter une aggravation progressive de leurs symptômes au cours du temps. Mais vous voyez sur la courbe du milieu, avec les petits éclairs, parfois la maladie s'aggrave brutalement, et c'est ce qu'on appelle une exacerbation de fibrose. Elle s'aggrave brutalement alors qu'elle était stable jusqu'à présent. Il y a une petite faute d'ailleurs aussi sur le diapo et la ligne tout en pointillé sur la gauche, une aggravation rapide. Donc, comment on définit l'exacerbation aiguë de fibrose? C'est une aggravation aiguë de vos symptômes. Aiguë, ça veut dire en moins d'un mois. C'est le patient qui allait bien, je sais pas, le 10 janvier, qui rappelle le médecin 10 jours plus tard parce qu'il se sent plus essoufflé brutalement. Elle sera caractérisée, cette exacerbation au scanner, par de nouvelles images qu'on décrit généralement en vert dépoli, un peu, c'est cette image trouble que vous voyez sur le scanner de droite. Avec des images un peu blanches, un peu grises, un peu comme si on regardait à travers une vitre embuée. C'est ça qu'on appelle du vert dépoli. D'accord ? Donc vous avez le scanner d'une patiente qui a été hospitalisée l'hiver dernier, avec son scanner à l'état stable à gauche et puis son scanner au moment où elle allait moins bien. Donc c'est une urgence thérapeutique qui nécessite une prise en charge en milieu hospitalier. C'est une complication donc, de la fibrose qui est malheureusement non plus pas rare, qui est relativement fréquente et qui concernera annuellement 5 à 10% des patients qui auront une fibrose pulmonaire idiopathique. Ce chiffre est un petit peu moindre chez les autres types de fibrose. Ça dépend des études. Donc une fois encore, c'est une complication malheureusement qui est de mauvais pronostic avec un risque élevé de décès à court terme. Alors, comment on fait le diagnostic ? Je vous ai montré un scanner et c'est l'examen de référence pour rechercher l'hypertension, pour rechercher l'exacerbation aiguë de fibrose. C'est aussi un diagnostic d'élimination parce qu'avant de débuter un traitement de cette exacerbation, on va essayer d'éliminer d'autres causes d'aggravation de vos symptômes. Donc ça peut être une infection respiratoire ou une décompensation cardiaque, une embolie pulmonaire ou parfois un pneumothorax, qu'on verra assez simplement sur un scanner ou sur une radiographie thoracique. Donc pour éliminer ces autres diagnostics, vous êtes généralement donc dans le service, on fait d'autres examens que le scanner, on fait une prise de sang, une échographie cardiaque pour voir la répercussion sur le cœur, et puis on fait des prélèvements aussi infectieux, que ce soit au cours d'une fibroscopie ou sur un examen des crachats, pour chercher s'il n'y a pas une bactérie qui serait responsable de cette aggravation de ces symptômes. Ici, vous avez listé les principaux facteurs déclenchants qui favorisent cette complication qui est l'exacerbation aiguë de fibrose et qui rejoint un petit peu les facteurs de risque de la fibrose. Donc, il y a des choses qui ont été bien décrites dans la littérature avec des facteurs saisonniers, sans doute liés à des infections respiratoires hivernales. Il y a beaucoup plus de patients qui présentent des exacerbations aiguës de fibrose en hiver qu'en été. C'est ce que vous avez en haut à gauche de la diapo. Des données un peu plus récentes sur la pollution, notamment avec l'exposition aux particules fines et à l'ozone. On sait que cette exposition à la pollution favorise les exacerbations aiguës de fibrose. Également le reflux gastro-œsophagien par des phénomènes de micro-aspiration qui passeront dans les voies aériennes, et puis également la chirurgie thoracique. Mais donc c'est une complication qui est imprévisible et parfois même en l'absence de facteurs déclenchants, vous développerez, ou peut-être pas, une exacerbation aiguë de fibrose.
Donc, il y a beaucoup de facteurs déclenchants, mais ce qui permet aussi de lutter contre ces facteurs déclenchants. Donc, contre les infections hivernales, on vous conseille de respecter les mesures d'hygiène avec le port du masque et de se laver les mains régulièrement. De mettre à jour aussi de manière annuelle vos vaccinations contre la grippe, contre le Covid, contre le pneumocoque. Contre le reflux gastro-œsophagien, le docteur Ahmad en a parlé également, on peut mettre en place des traitements anti-acides pour lutter contre l'acidité de l'estomac qui remonte dans les voies respiratoires. En période de pic de pollution, on vous conseille d'éviter les efforts physiques à l'extérieur. Alors là, j'ai mis tout simplement sur Google pollution air Lyon, et puis j'ai cliqué sur le premier lien qui est apparu, et mercredi, j'ai vu que la qualité de l'air à Lyon était moyenne, avec un taux de particules fines, d'azote et d'ozone moyen. Et donc, c'est des données qui sont mises à jour quotidiennement, d'accord, donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour savoir est-ce que je peux sortir à peu près sans risque aujourd'hui. Et il a également été montré que les antifibrosants diminuent le risque de présenter une exacerbation aiguë de fibrose. Alors, y a-t-il des traitements curatifs ? Malheureusement, en 2025, il n'y a aucun traitement qui a vraiment fait la preuve de son efficacité dans l'exacerbation de fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est basé sur notre expérience, sur l'expérience des experts. Et donc, ça nécessite une prise en charge en milieu hospitalier, parfois en réanimation, pour les patients qui seront en plus mauvaise posture, avec des besoins d'oxygène beaucoup plus importants. Et on utilisera des corticoïdes à forte dose, parfois de l'oxygène aussi à très forte dose ou à haut débit. Et on peut avoir recours à la transplantation pulmonaire pour les patients qui auront bénéficié d'une évaluation préalable pour cela. Alors, je vous ai mis un petit schéma, mais je pense que le docteur Traclay en parlera peut-être. Donc, je vous ai parlé des corticoïdes dans le traitement des exacerbations aiguës de fibrose, mais on ne sait pas si ça marche, puisque jusqu'à présent, il n'y a eu aucun essai thérapeutique contre placebo qui permet de démontrer l'efficacité des corticoïdes dans cette pathologie, dans cette complication. Et donc, il y a un essai thérapeutique à laquelle notre centre participe qui s'appelle l'essai EXAFIP-2. On randomise les patients. Donc, il y a des patients qui recevront des glucocorticoïdes par voie intraveineuse et puis un autre groupe qui ne recevra pas ce traitement, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'auront rien. Ils auront quand même les soins standards avec de l'oxygène ou des antibiotiques. Voilà. Et puis, on peut aussi leur donner le traitement par corticoïde dans un second temps si on constate qu'il s'aggrave pour faire quelque chose. Dernière complication, l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, je vous ai remis sur la diapositive suivante l'évolution au cours du temps de vos symptômes, enfin des symptômes des patients qui présentent une fibrose et la fonction respiratoire au cours du temps. Et donc, après plusieurs années d'évolution, le poumon atteint de fibrose ne remplit plus son rôle d'échangeur gazeux. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à oxygéner le sang convenablement pour satisfaire les besoins de l'organisme et il n'arrive plus à éliminer le taux de gaz carbonique qui est produit par l'organisme. Donc les médecins recherchent cette complication à l'aide d'une gazométrie artérielle. C'est la petite prise de sang qu'on fait au niveau du poignet qui fait un peu mal parfois. Et donc, on mesure le taux d'oxygène dans les artères pulmonaires. Et donc, quand ce taux d'oxygène est bas, on parlera d'hypoxémie. Et quand on observera une augmentation du taux de gaz carbonique, on parlera d'hypercapnie, qui est donc une des complications aussi de l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, l'insuffisance respiratoire chronique, ça concerne très certainement les patients qui sont plutôt sur la partie droite des courbes, après plusieurs années d'évolution. Comment ça se manifestera chez vous ? Au début, vous avez un essoufflement pour des efforts relativement importants. Alors à Lyon, on habite près des montagnes. Souvent, les patients nous disent j'arrive plus à faire la randonnée que je faisais il y a 1 an. Et puis après, ils vont nous revoir 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Et puis ils vont nous dire maintenant, je suis essoufflé en montant les escaliers. Et puis après, c'est un essoufflement pour des efforts relativement moindres, que ce soit pour prendre la douche ou faire son lit. Il y aura d'autres symptômes qui ne sont toujours pas spécifiques. Se voir de plus en plus essoufflé, ça peut être source d'anxiété. Les patients sont plus essoufflés, pourront avoir une perte d'appétit, une perte de poids.
Et en cas d'augmentation du taux de gaz carbonique, il y aura parfois des céphalées, des maux de tête, qui sont plus volontiers matinaux, une somnolence et parfois des troubles de la mémoire. Lorsqu'on vous examine, alors je ne vous ai pas remis les autres signes cliniques évoqués, mais on regardera la cyanose, cette coloration bleue des extrémités ou des lèvres, qu'on appelle une cyanose. Donc il y a un reflet du taux qui est un reflet de la baisse du taux d'oxygène dans le sang. Donc là, je passe vite parce que par contre, je crois que le docteur Traclay a parlé de ces essais. Mais donc, pour lutter contre ce déclin progressif de votre fonction respiratoire, de votre taux d'oxygène dans le sang, il y a des traitements qui existent, les traitements antifibrosants, vous en recevez peut-être. Donc, il y a le traitement qui s'appelle la pirfenidone et l'autre à droite, le nintédanib, qui ont tous les deux montré une diminution par 2 de la vitesse de déclin de la fonction respiratoire chez les patients qui ont été traités contre placebo. Pour les stades les plus avancés, la greffe pulmonaire est parfois le seul recours pour améliorer la survie ou la qualité de vie des patients. Donc, je vous ai remis une fois encore l'ensemble des critères d'inscription sur liste. Vous voyez dans le premier point, il y a donc les chiffres, on n'a pas parlé des EFR, mais donc il y a la capacité vitale forcée qui est la CVF, la DLCO qui est l'étude de la diffusion, c'est la manière qu'a l'alvéole de capter l'oxygène dans le sang. Et donc, il y a une diminution plus ou moins rapide de ces chiffres. Et ben, c'est un critère qui doit inciter votre pneumologue à vous adresser à un centre de transplantation pulmonaire et à même discuter de la greffe. Donc, il y a le test de marche de 6 minutes. Si on constate qu'il y a une désaturation importante à l'effort, inférieure à 88%, c'est un critère d'inscription. Et puis donc l'hypertension pulmonaire ou une hospitalisation pour dégradation respiratoire ou des exacerbations à répétition. Donc cette évaluation, cette éventualité de greffe pulmonaire nécessite donc un bilan au préalable en milieu hospitalier, donc dans un centre expert, dans un centre de greffe pulmonaire. Généralement, ça nécessite 2 semaines d'hospitalisation. Okay. L'éligibilité des patients à la greffe pulmonaire est quand même assez réduite de par le faible nombre de greffons en France. Donc tous les patients ne pourront pas être greffés, malheureusement. Et l'âge limite de la greffe en France, c'est entre 65 et 70 ans, en l'absence de comorbidité importante. Pour améliorer votre quotidien, donc on a déjà parlé de l'oxygène pour l'hypertension pulmonaire, mais aussi valable donc pour l'insuffisance respiratoire chronique. On essaye d'aider les poumons à porter de l'oxygène dans le sang. Et donc, on fait appel à un prestataire pour vous apporter une machine, alors qui peut être plus ou moins encombrante, plus ou moins lourde, avec des concentrateurs ou de l'oxygène liquide, avec une cuve qu'on vient remplir à la maison. Oui, voilà, vous voyez les dispositifs dans la salle. Donc certains sont sur batterie et d'autres, enfin avec une autonomie plus ou moins longue, et d'autres voilà, donc, comme de l'oxygène liquide. Pour améliorer votre quotidien, donc on l'a vu, on peut faire appel à des centres de rééducation respiratoire où là votre pneumologue remplit un dossier sur un logiciel qu'on appelle Trajectoire. Il y a des dispositifs aussi maintenant en ligne. Vous avez vu avec l'association Ciel Bleu, des programmes d'activité physique adaptés en ligne, pour lutter donc contre les déconditionnements musculaires, améliorer votre tolérance à faire des efforts. On peut faire appel aussi donc, aux soins de support ou aux soins palliatifs. Alors quand on parle de soins palliatifs, souvent ça fait peur aux patients, mais soins palliatifs, ce n'est pas synonyme de soins de vie. Soins palliatifs, c'est surtout soulager le patient quand on ne peut plus guérir la maladie. Donc, on peut faire appel aux diététiciens, aux nutritionnistes, pour vous prescrire des compléments nutritionnels et lutter contre votre perte de poids. On peut vous prescrire des traitements morphiniques qui ne seront pas que des traitements de fin de vie, qui ont surtout des vertus contre la douleur, des vertus antalgiques, mais qui permettent aussi de soulager l'essoufflement des patients, parce que c'est un traitement qui agit sur le cerveau, sur les centres de la respiration. Donc, c'est donné à plus faible dose que dans d'autres pathologies. Il y a des effets secondaires qui existent, ça peut faire somnoler un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif de ce traitement. Chez les patients qui seront angoissés, on peut mettre en place des anxiolytiques. Et par contre, quand on envisage
la fin de vie, alors c'est toujours un sujet délicat pour le patient, puis pour le médecin, puis pour le patient qui reçoit cette information, de trouver quel est le bon moment pour parler de ça. Mais vous pouvez rédiger des directives anticipées. C'est un document écrit qui vous permet de rester acteur de votre maladie, qui permet de guider le médecin si jamais vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté, et de soulager votre entourage pour des décisions qui peuvent parfois être difficiles. Voilà, donc il y a des documents que vous trouvez assez facilement sur le site du ministère. Donc voilà, à travers cette présentation, vous avez malheureusement vu que la fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui est chronique, qui reste grave, sérieuse et qui est parfois imprévisible avec l'exacerbation de fibrose. Il n'y a pas de traitement curatif, mais il y a des perspectives qui existent. La science, la médecine, la science médicale avance petit à petit. Il y a de nouvelles perspectives qui existent et je l'espère qu'on pourra stopper davantage votre maladie dans les années à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pars pas, parce qu'il va y avoir des questions. Alors, les questions, je vous rappelle, il faut les poser dans le micro. Pourquoi ? D'abord, pour que tout le monde les entende. Et la deuxième raison, c'est que j'ai oublié de vous dire qu'il y a des gens qui suivent la réunion en ligne. Et donc, tout ce qui se dit en dehors d'un micro, ils ne l'entendent pas. Donc, pour que tout le monde puisse bénéficier des explications, il faut aussi entendre les questions. Donc, levez la main, on vient vers vous avec le micro pour les questions. Tu as parlé des suppléments nutritionnels. Une des complications, c'est la perte de poids. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Sur la perte de poids progressive ? Oui, pourquoi on surveille le poids ? Parce que alors, quand on perd du poids, on perd de la graisse, mais on perd aussi des muscles. Donc ça permet de lutter contre cette fonte musculaire. Donc très important de mettre des compléments nutritionnels oraux. J'ai parlé des thérapeutiques orales, mais parfois c'est un peu plus invasif. On peut mettre des sondes nasogastriques pour lutter contre ça, mais ce n'est pas ce qu'on fait en priorité. Voilà. Donc, il y a une partie, alors toutes ces remarques, c'est évidemment les individualiser. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés par tout ça, mais chacun peut avoir un jour une des complications qu'on cite. Et quand même, la perte de poids, c'est relativement fréquent quand la maladie a tendance à s'aggraver. Donc c'est vrai qu'autant il ne faut pas être en surpoids, il ne faut pas non plus être dénutri et perdre ses muscles, parce que ça, voilà, si on perd ses muscles, on va être plus facilement limité à l'effort, et puis on va faire moins d'efforts, et on va rentrer dans cette spirale négative. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, malheureusement, la fibrose, ça augmente aussi le risque de cancer du poumon. Donc, on est vigilant sur ce qu'on surveille au scanner. Oui, c'est pour ça qu'on vous fait faire un scanner annuellement pour surveiller le risque de cancer du poumon. Par manque de temps, je n'ai pas détaillé cette complication, puisque ce n'est pas dans les consignes. Mais oui, évidemment, c'est une des complications qu'on trouvera plus fréquemment chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire. Oui. L'espoir de guérir. Alors, c'est difficile de... Ils ont dû comprendre. Je veux dire, s'il y a un début de cancer des poumons, est-ce qu'il y a espoir de guérir ? Alors, c'est difficile de dire qu'on guérit de ces types de pathologies chroniques, puisque... Alors, je ne suis pas oncologue thoracique en plus, mais le seul traitement curatif du cancer, ça reste la chirurgie. Et malheureusement, votre fibrose vous rend plus fragile pour subir une intervention chirurgicale. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'on guérit du cancer, mais il y a des traitements. La science avance beaucoup plus vite aussi dans le cancer du poumon. Donc, il y a plein de traitements qui sont prometteurs et qui permettent de vivre longtemps avec cette pathologie. Il faut voir au cas par cas, en fait, parce qu'on ne peut pas répondre. À peu près plus ou moins combien d'années il nous reste ? C'est ce que je disais, il faut voir au cas par cas. Mais bon, c'est vrai qu'on cite le cancer. Il y a une proportion d'anciens fumeurs chez les gens qui ont une fibrose, mais la fibrose elle-même, ça augmente un petit peu le risque de tumeur. Donc ou l'amiante d'ailleurs. Donc ça fait partie des
des complications qu'on redoute et qu'on surveille. Et comme on fait quand même des scanners de temps en temps, de l'ordre d'une fois par an, on voit parfois une image suspecte. Donc c'est plus pour expliquer que si on voit une petite tache ou quelque chose qui nous paraît nouveau, on ne l'ignore pas, on va le contrôler, on va parfois faire d'autres examens parce que justement on essaye de ne pas laisser passer une petite tumeur au début. Parce que quand elles sont petites, on discute quand même en fonction des cas les possibilités, soit de chirurgie, soit parfois de radiothérapie très, 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 très localisée. Et une note pour rire. Le fait d'avoir des rapports, ça rallonge? Répétez. Le fait d'avoir des rapports avec sa femme, ça s'arrange? Je ne sais pas. Alors, ça n'a pas d'influence sur la fibrose. Mais oui, on peut avoir, d'ailleurs, il y a une étude là-dessus, le fait d'avoir une fibrose peut gêner l'activité sexuelle. Ça, c'est... oui, parce que c'est pas contre-indiqué. Question importante. On pourra en reparler avec Ciel Bleu, peut-être. Prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens en ligne. L'effet d'augmenter la concentration d'oxygène, y a-t-il des effets secondaires? Oui, alors l'effet secondaire auquel on sera vigilant, c'est l'augmentation du taux de gaz carbonique, puisque comme vous aidez les poumons à fonctionner, ça donne un signal au cerveau et il va dire aux muscles de travailler moins vite puisqu'il n'a plus besoin de travailler. Mais malheureusement, faire ça augmente en parallèle le taux de gaz carbonique et donc il y a un risque de céphalée, de somnolence. Voilà, c'est le principal risque. Et si ce taux augmente vraiment brutalement, il y a un risque que vous soyez dans le coma. Mais chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire, c'est un processus beaucoup plus lent et donc vous aurez une tolérance à l'augmentation du taux de gaz carbonique qui sera nettement meilleure qu'un individu sain en bonne santé qui aurait la même complication brutalement. Combien de temps il faut utiliser l'oxygène? Alors pareil, c'est du cas par cas. Je ne soigne pas votre taux d'oxygène, je soigne surtout vos symptômes. Oui. Donc je ne vais pas vous demander d'être relié à votre bonbonne d'oxygène 24 heures sur 24 si vous n'en ressentez pas franchement le bénéfice. Personnellement, je l'utilise quand j'ai une fatigue. Si je fais un mouvement de gym, par exemple, je constate que j'ai une chute brutale d'un bon taux d'oxygène. Je passe de 94 à 86, et même plus bas. Et c'est assez amusant parce que très rapidement, en continuant à respirer cet oxygène amplifié, j'allais dire, le taux remonte doucement jusqu'à même 98%. Et je recommence une phase de sport à ce moment-là parce que je suis en état de pouvoir le faire. Et j'ai donc une sinusoïde permanente. Mais je ne pratique pas toujours l'oxygénation. En fait, ce qu'il faut comprendre, monsieur, c'est qu'il y a l'oxygène qu'on essaye d'individualiser. Donc, ce qu'a dit le docteur Lestel, c'est qu'il ne faut pas avoir d'excès d'oxygène, mais quand on a une insuffisance d'oxygène, si ça passe en dessous d'un certain seuil, on vous propose de compenser, mais pas donner en excès, de compenser le manque. Et on peut le faire soit uniquement à l'effort, soit parfois même au repos, notamment la nuit.